chose. Et puis eux aussi, ils ont vu ce qui est passé au Rwanda dernièrement, il y a à peu près 20 ans aujourd'hui. C'est les médias qui ont poussé à la haine. Le génocide rwandais. Pourquoi se fait-il que ce monsieur ou ce journaliste, s'il est journaliste vraiment, entre dans ce genre de petits trucs? Il parle de géopolitique. D'abord, il ne connaît même pas de la géopolitique. Quand Denis Sassou Nguesso a une bonne relation avec Kagame, c'est pour même leur propre bien. Parce que sans l'intervention du Congo-Brazzaville, le Rwanda devait déjà arriver à Kinshasa. On connaît très bien que l'armée rwandaise, l'armée congolaise, n'est qu'une armée parce qu'il y a 20 000 hommes des Nations Unies. Nous avions vu dernièrement pour combattre 2 000 militaires de M23. 100 000 hommes de la force armée du Congo, de la République du Congo, Kinshasa, étaient incapables. Il a fallu 3 000 militaires des Nations Unies pour venir à bout de 2 000 militaires. Donc il n'y a pas match. Si un jour il devait avoir un conflit militaire, je pense qu'ils n'ont pas besoin de cela. Je pense que ce que nous on devait faire, nous les journalistes de Brazzaville, nous devions être professionnels et faire notre travail. S'il y a un débordement ici chez nous, on doit la dénoncer. Mais là où on est au moment où nous parlons, quelqu'un ne m'a jamais, j'ai toujours entendu les rumeurs, mais je n'ai jamais eu une preuve des viols, comme on dit. Je n'ai jamais eu une preuve des tués, comme il dit. Le jour qui en aura, nous allons parler. Je pense que allez leur répondre. Dire qu'on est en train d'envoyer un Hutu, c'est bête. Il n'y a aucun Hutu qu'on a pris ici pour envoyer là-bas. Le Congo, quand même, on n'est pas un champion des droits de l'homme, on n'est pas quoi, mais on fait quand même un effort pour ne pas descendre au rez-de-chaussée. Oui, mais c'est quand même, c'est tout de même étonnant de voir les journalistes inciter tout un gouvernement à vouloir prendre des positions qui ne sont pas de nature à favoriser la paix. C'est quand même étonnant. Hein? Oui. Je pense que c'est ce qui a manqué. Si dès le départ, le gouvernement de la RDC avait pris la parole pour expliquer à leurs concitoyens ce qui se passe, ou à calmer, ou à leur dire quelque chose, on n'aurait pas vécu tout ça. Parce que quand je vois dans les années, des dizaines d'années passées, quand il se passait quelque chose au sujet d'un match de football, c'est des populations d'ici qui agressaient, ça se limitait à autre population, et que souvent Mobutu prenait la parole pour dire je ne suis pas pour ça. On voyait que ce n'était pas les autorités congolaises qui avaient incité le dialogue politique s'instaurer et arrivait à estomper les choses. Mais quand il n'y a pas quand le président ne s'exprime pas, quand on ne voit pas qu'il y a une autorité qui doit faire face à cette situation, n'a pas pris la parole, ou les populations prennent la parole, parce que là, j'ai pas eu l'impression. Je crois que c'est une firme qui anime la parole et que l'autre est invité. Si, l'émission est animée par Paulette Kimuntu, voilà, de Congo Web. Si les autorités ne prennent pas, ils laissent la place à toutes les dérives. Le nationalisme journalistique peut faire surface, comme l'a dit l'un d'entre nous, quand le journaliste ne sait pas l'éditeur par cas, c'est le nationalisme qui prend le dessus et on peut arriver à tous les débordements. Et si on ne fait pas attention, c'est quand les populations s'y mettent que ça peut être ça. Donc il est important, au moment où nous parlons aujourd'hui, que les autorités puissent prendre la parole et de rassurer les populations pour dire que ça, c'est la part de vérité dans la situation et la part de mensonge. Recadrer les choses pour estomper les ardeurs. Sinon, on est les deux capitales les plus proches au monde. On se regarde face à face comme ça. Si ça déborde, personne ne pourra considérer les conséquences. Donc moi, je crois que, vu à cela, les réactions de nos confrères, bon, qui viennent ou qui ne viennent pas, c'est des êtres humains qui ont peut-être exprimé leur... Mais si les autorités en place avaient exprimé leur position, je crois que ça aurait permis aux autres de ne pas en arriver là. Et il est encore temps d'éviter le pire, à ne pas que les sociétés s'en mêlent et que ceci, parce que les parlementaires se sont exprimés, la diplomatie en RDC s'est exprimée, parce que je vois que leur ambassadeur à un moment avait baissé le drapeau d'ici et tout ça, et qu'ils n'ont pas suivi il n'y a pas eu de réaction gouvernementale. Or, en période de crise, il est très très important qu'une forte autorité puisse s'exprimer pour que les populations ou la société puissent s'édifier et savoir... Mais le gouvernement de la RDC s'est exprimé sur la question. Le ministre porte-parole du gouvernement, Lambert Omalanga Mende, a dit le gouvernement a traité ce problème avec toute la circonspection qu'il mérite. Donc, le gouvernement est conscient de ce qui se passe et le gouvernement
c'est comment réagir par rapport à une telle question. Je vous signale ici que parmi les expulsés en RDC, et parmi tous les expulsés des pays étrangers résidant ici à Brazzaville, on est au nombre de 900. Et ceux qui partent volontairement en RDC, ils sont déjà à plus de 55 000. Et cela n'est que selon le gouvernement de la RDC, ce n'est qu'une fine partie, ce n'est que 5% des citoyens de la RDC qui résident au Congo. Donc il reste encore 95% au territoire congolais. Bon, moi je vois que les rues sont vides, hein, Ça c'est Brazzaville, certains quartiers de Brazzaville. Non, là on ne parle pas de Pointe-Noire, de Dolisie, de Rwando, voilà. On les appelle les Bayonnes, et connaissent aussi leur tour. Non, moi je vais vous dire une chose, quand les sujets sont en situation régulière, il faut qu'ils se mettent en situation régulière, que nos autorités aussi fassent attention à ne pas recevoir n'importe qui, mais lorsqu'il y a des procédures d'expulsion qui se fassent dans la règle, dans le respect de la dignité, du droit de son vis-à-vis. C'est ce qui peut apporter des problèmes. Quand le porte-parole du gouvernement de la RDC a parlé, est-ce qu'il s'est adressé aux populations? Je n'entends pas une phrase là, dans les propos que vous venez de me dire, qui réconforte les populations. Je n'ai pas entendu la vie, on a traité ça de la manière dont il se doit. Est-ce qu'on leur a dit que calmez-vous, parce que les populations attendent un signal fort qui puisse les apaiser ou qui puisse remonter leur ardeur aussi. Je pense qu'il y a je peux continuer. Oui. Voilà. Il y a un signal qu'ils attendent pour réagir ou ne pas réagir. Or, jusqu'à présent, ce signal, on n'a pas entendu. Donc, les débordements de la part des journalistes, dans des cas comme ça, bon, il devrait faire attention, mais comme l'autorité qui doit parler ne parle pas, le journaliste parle, fait écho, et on pourra assister à Radio Mille-Collines 2 si les autorités ne prennent pas leurs responsabilités comme ici. Dans une opération de la sorte, des dérapages ne peuvent pas manquer. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Alors, Guy Benoît de Victor, votre réaction par rapport aux propos que vous venez de suivre du journaliste sur Congo Web? Voilà, peut-être pour ne pas répondre à ce journaliste, au moins sur la nature de ses propos. D'abord, vous savez que la collègue Sadio a dit que les autorités devaient parler. Mais il faut suivre les médias. Monsieur le porte-parole du gouvernement passe son temps sur les médias à expliquer. Et vous savez que cette opération ne date pas d'aujourd'hui. Et elle a été prévue il y a aujourd'hui plus de 6 mois. Et nous savons tous ici que dans cette émission de point de presse, nous en avons parlé quand le général Ndengue a fait la déclaration pour prévoir les expulsions. Il disait qu'ils allaient expulser, voilà, à cette occasion-là, il l'avait dit, et ça fait plus de 6 mois. Et plus de 6 mois, toutes les ambassades qui sont ici sont censées connaître et s'informer de cette opération-là, dans la mesure où c'est une opération administrative qui vise les ressortissants étrangers. Et je crois que moi, personnellement, j'ai suivi plusieurs fois les autorités quinoises sur les chaînes quinoises en train d'expliquer et de dire que le Congo-Brazzaville a bel et bien raison, en tant qu'État souverain, d'assainir son environnement, d'assainir son milieu. Et parce que eux-mêmes, ils reconnaissent que sur leurs médias, quand ils ont lancé l'opération Likofi, que tous les bandits de grand chemin avaient pris refuge à Brazzaville. Et vous avez compris que depuis qu'ils ont traversé, nous n'avions pas ce phénomène-là chez nous. Nous n'avions pas ce phénomène-là chez nous. Ce frère qui parle là, ici ou ici pas. Même si on est xénophobe, mais il faut suivre quand même l'antenne, les médias des autres, pour comprendre comment fonctionne l'actualité. Ici, pas ou quoi? Ici, là, nous avons arrêté plusieurs fois les couilles. Nous avons déploré qu'on était en train d'éventrer les Congolais avec les maquettes, une culture que nous n'avons pas. Et nous savions ici qu'ils étaient en train de nous vendre les chats et les chais que nous ne mangeons pas. Même si on dit que nous sommes le même peuple, est-ce que nous avons la même culture? Nous n'avons pas la même culture. Les Congolais ne mangent pas les chiens, ne mangent pas les chats, mais ils en bouffent et ils en vendent. Est-ce que c'est normal? Et aujourd'hui là, il faut quand même qu'on fasse qu'aujourd'hui, s'il y a des bandits de grand chemin à Brazzaville, ce ne sont pas les Congolais de Brazzaville. Les maîtres d'ouvrage sont les Congolais de la RDC. Bon, c'est vrai, vous dites qu'on ne va pas répondre, mais attends, quand on est en face d'un fou, on fait quoi? On
on fait quoi? Ils comprennent pas. Mais non, est-ce que... Non, écoutez, je ne peux pas devenir fou si je... attention, je deviendrai fou si je me déshabille comme un fou. Mais s'il me tape pour me défendre, je fais quoi? Je suis obligé de le taper pour qu'il prenne la fuite. C'est ça le problème. Et on ne peut pas comprendre qu'un monsieur comme ça, c'est un responsable politique ou bien c'est un journaliste. Et alors, si c'est un journaliste, ça veut dire qu'il a le niveau que nous avons. Pourquoi nous devons tempérer, eux ils ne tempèrent pas? C'est surtout les médias qui racontent des hérésies. C'est surtout les médias qui injurient nos autorités, qui racontent ce qu'ils racontent. Et nous on dit, bon, non, on laisse, on ne fait pas ça. Mais si on était gardien de but dans un match de football, un gardien qui dit aux défenseurs, non, reculez, seulement laisser. Mais les autres vont marquer le but. Les autres vont marquer le but. Donc, hier, monsieur le CB+, on était obligé de répondre à certains, à Zachary et aux autres. Mais il s'est plaint, il a demandé pardon sur sa chaîne. Mais parce qu'on a répondu, depuis toujours, depuis des années, dans l'histoire de ce pays-là, les rapports avec le Kinshasa sont toujours conflictuels. Par éditoriaux interposés, ils nous injurient. Parce que nous ne sommes pas le ventre mou des gens de Kinshasa. Nous ne sommes pas une province. Nous sommes libres de prendre les mesures. Moi, je félicite la police. Et je pense que le général ne doit pas reculer. Il faut faire. Parce que jusqu'aujourd'hui, là, les Congolais n'ont pas encore eu le général de guerre. Les Congolais applaudissent. Oui, ils nous décongestionnent. Voilà. La population aujourd'hui. Alors, nous, on dit... derrière cette opération. Alors, au Bargui, on nous demande bon, la manière. Eux, quand ils ont brûlé les Rwandais là-bas, il y avait quelle manière? Ils en ont brûlé avec les pneus. Ils ont donné des explications aux gens. Pourquoi nous, ils racontent comme si on n'avait pas le droit, nous, de pouvoir filtrer des gens qui viennent chez nous. Mais eux, ils parlent d'infiltrer. Bon, les Hutus, on va les envoyer. Donc, ils ne connaissent pas les Hutus. Ils ont les forces comme eux. Ils ont la même physionomie que eux, non? N'est-ce pas? Ils sont de même territoire. Il y a des Kényans de l'autre côté qui ont la physionomie des Hutus, des Tutsis, de quoi. Ils peuvent les reconnaître. Donc je crois qu'il faut que les amis de Kinshasa baissent la température. C'est pas à nous de baisser, c'est à eux. Parce que c'est eux qui excitent leur président à des bêtises. Vous voyez? Ils poussent. Et ça, celui-là, c'est le seul que vous avez vu. Mais il faut suivre tous les médias, c'est la même chose. Et certains députés, c'est la même chose. À l'exception de certains des ministres que je n'ai pas encore entendu parler comme M. Laparde. Mais ils sont tous informés. Leurs ministres, 2 ministres étaient venus ici. Ils n'ont pas expliqué là-bas. Ils ont expliqué, ils ne comprennent pas. Il y a même une délégation parlementaire. Mais alors, elle n'a pas expliqué. Le maire Hugo Ngolondele est allé même s'expliquer là-bas. Non, au retour, il est injurie. Il pense qu'il ne fallait même pas le recevoir. Alors, c'est des gens incultes. Même si nous pouvons parler ici, il ne peut pas nous comprendre. Moi, je pensais même qu'il faut parler en lingala pour qu'il comprenne. Vous avez l'occasion. Ben voilà, donc, il faut comprendre qu'il faut la donner mangala. Parce que, ben, mission est de gagner la mangala. Bon, trop, on dirait que vous comprenez. Et les alliés pour Kolanda, bakino tout est, bali de Beleawa, bali Beleawa. Bon, bana mo kandate, mingi bazo yawana bayi ndenge na bango. La police est bibi kaka 900 jusqu'aujourd'hui, là où la police est simbi. Où bazo il y a 50 000, 60 000, bazo qui m'a bon pour bayi bana mo kandate. Mais en ce moment-là, pour recevoir bango, pour essayer qu'on mette bango en condition. Mais bozo le bazo ya, mais bon il y a la biche à Braza pas le bon na. Depuis ba longo ba parler, ba na biche, ba teka ba masana, ba teka ba bilia na biche. Bon, voilà, tu vas la passer au Kenda. Ils n'ont pas envie de repartir. Donc il faut calmer l'entraînement, tout ça qui n'a vu, faut calmer l'entraînement. Parce que c'est nous sommes polis, nous sommes bien éduqués, nous sommes pas obligés d'insulter vos responsables, mais insultez pas les nôtres. Sachez que vos frères ici ne se comportent pas toujours bien. Et nous ne sommes pas votre dépotoir. Mais sachez que nous avons un pacte de non-agression signé le 29 décembre 1998 entre le président Laurent Désiré Kabila et le président Denis Sassou Nguesso. Voilà. Vous pouvez montrer... voilà, le pacte de non-agression est là. Vous qui parlez là, les gens, vous ne vous informez pas ou quoi? Mais il faut lire. Hein? Vous dites que vous avez l'IFASIC là-bas, vous formez les grands journalistes. Oui, est-ce que vous voulez quoi? Que nous on vienne vous faire un coup? Et lui a dit, on va partir, on va venir, on va vous faire le coup journalistique là-bas, et comment est-ce qu'on respecte la déontologie? Justement pour confondre un peu ces hallucinations de la part de nos confrères journalistes de la RDC, nous allons vous proposer le témoignage d'une femme, une citoyenne de la RDC qui a été abandonnée, qui est abandonnée d'abord par son mari qui est parti à Kinshasa. Je ne vous en dis pas plus, voici le commentaire.
Depuis le lancement de l'opération de police Bataille à Bakolo, avec les expulsions des sujets en situation irrégulière en territoire congolaise, des langues se délient et une campagne médiatique pleine d'intox bat son plein à Kinshasa. Il n'est pas rare de voir défiler sur des chaînes de télévision des témoignages, parfois excessifs et mensongers, voire même des injures indûment adressées aux autorités congolaises. Surtout des allégations. Pour illustration, une femme dont son mari aurait usé du mensonge sur des exactions qu'il aurait subies en témoignant sur une chaîne de télévision de Kinshasa, cette dame porte ici un démenti. Côté bana bazana moi ça ebité biso et totelemi atwanya bana côté kaka tango opération maté ya bi a nga ko bateli ko la bana ngai na kena nga filusin poche zomi na kena nga bisi na kena nga gishasa ye jamais a ko fali ko la bana ye po mona bela kati na bi na ngai ziana sa traitement maboto ke na bité nga ko fali ko la bana te nga zala ka toujours ko na ko bata na bona ngai na mo ke na ngai gishasa ye akime po na azaleka na concilier mi kam so ezalaki te yanga azoki ntia kendeki na ye nga te po za traitement ya bebo oyo abelaka oyo apanzi na ngai mikwaele oyo bana de côté concilier pe na ni bimiti ambassade ezalaki fermé na osala te kasi amwanaki na bili na telesi aleki na tele kabi ngai na yeki na uti paravi na ye me kote atiki bana mwasi ya moto abina mabe ya kaye mbana aleki na tele ngai aleki na taku la kishasa ko na kishasa ya tobe kia ko na kishasa na te alobi ke nga na uti Brazzaville ko uta uti Brazzaville na ina ambassade ya biso kuna batenga kati na loboko mais avoko ta masua moi ni ya moi sereko avoko ta masua ma tufime ya mais toujours ka to kotaki mais ko yanga na ina na kishasa wa ko tina tiki moi na bana na ebiti ina na sepe na ngote ko tiki moi na bana ebiti nga na zaka na nga kuna kutatika na ndaku na nga na bana bana de ka tanga ya monika opération batangana akana mfilu ko tanga pa fofile moye akene bita zo ngishasa zo bebele wana basi biloba loba Brazzaville ezamboka bataka mérite un jour bazoya mais examen B temo kuma bana sengi projet zo minga pe kana ngishasa po ngape komika valia bakabela siko yema ko mukumba simindela au ka banyeba tinga basinga liboso mwasi na bana ya kimisi yemo ka kimina kake na ati wesi na Brazzaville oyo bazo balokuta wana onga boyeboye onga na bangela monga la muki boyeboye batika makuta enjo bazozonga Brazzaville brave ya mboka babuka lokuta te awe zali to kaka e ba muteka boli biso eni bazonga etali bango ngane na kana ngisa boye na ko nyante kutu do na mona tele apona mobali pona ngana ko linga te kutu papa molia ka mikona kena ngwapi na pota te bana bazali bien ba ke l'école na mvili nini te o ba ko bonzanga ndaku na to normal bale passé bani mata bana au projet banda un mois ngoyo sans problème nanda bonanga aze ici papa la joanga na glori na dudu to za awa na télé ba filmer biso na ba. Nous chassons, je le répète bien, nous chassons le crime et les criminels. Nous ne chassons pas des nationalités. Le Congo n'est pas un pays xénophobe. Ce que nous voulons dire aux étrangers, dans notre pays, les étrangers, en situation irrégulière, sont priés de se mettre en règle ou de quitter le territoire national. Voilà, c'est clair, vous avez suivi là les témoignages de cette femme qui porte un démenti par rapport à ce que son mari est allé raconter dans une chaîne de Kinshasa. Alors, Modeste Elenga, vous avez des commentaires à faire par rapport à cela? Merci beaucoup, Emery. Moi, je pense que c'est une situation assez confuse. À entendre les Aïrois parler, bon sang, excusez-moi. Les Congolais de la RDC. Il y a tellement de confusion, il faut qu'ils choisissent entre Congolais et Aïrois pour que ça soit clair. Bon sang, à entendre les Congolais parler, on a l'impression que le Congo-Brazzaville est une région de la RDC. On parlerait même d'une province. C'est-à-dire oui. Une province de la RDC. Ils ont le droit de venir ici comme ils veulent. Ils ont le droit de demeurer ici sans papier. Et le Congo-Brazzaville n'a rien à dire à ce sujet. Moi, je pense que c'est une opération qui ne devait pas faire couler autant d'encre et de salive. Parce que c'est une opération normale.
Ce qu'il est à déplorer, c'est peut-être les dérapages que tout le monde déplore. Mais sinon, l'opération en elle-même, pourquoi elle devrait faire couler autant d'encre et de salive? Est-ce que les peut-être 100 000 quinois que nous avons, les 100 000 erreurs que nous avons ici, ils nous les avaient déjà donnés comme ça? Et nous avaient dit, bon, écoutez, vous n'êtes pas assez nombreux, prenez cela et faites-en ce que vous voulez. Mais non, c'est des citoyens qui vivent ici de façon irrégulière. Donc, une opération de ce genre, il faut qu'ils repartent chez eux. On ne chasse pas tout le monde ici, s'il vous plaît. Ce que les journalistes ou les... Bon, parce que je doute fort, hein, aussi, en même temps de leur niveau intellectuel, en même temps, parce que pour moi, c'est de l'approximation qu'ils sont en train de faire. Hein, ils traitent l'information de façon approximative. Je pense que leur niveau aussi doit être approximatif. Parce que si c'était des gens formés, des journalistes, ils n'allaient pas traiter l'information telle qu'ils sont en train de le faire. Jusqu'ici, la population brassavilloise, en particulier celle de la République du Congo en général, ne se mêle même pas de cette opération. Il n'y a eu aucune agression de la part de la population de Brazzaville vis-à-vis des sujets de la RDC. Aucune. Il n'y a que la police qui fait son travail. Maintenant, ce sont ceux qui sont pris de peur, qui n'ont pas de papier, qui repartent chez eux. Donc, moi, je pense que l'expression de ces compatriotes, pas des compatriotes, de ces citoyens de la RDC, c'est une expression de celui à qui on a ravi le pain, on a enlevé le pain de la bouche. C'est-à-dire qu'il s'était déjà dit, bon écoutez, nous, on s'est déjà débarrassé de ces gars, et bon ben, on peut donc, on se sent maintenant libre, on n'a plus envie qu'ils reprennent. On n'a plus envie. C'est ça. Donc, on a l'impression que c'est comme un oiseau quand on le met en cage, il ne chante plus de la même manière que quand il est en liberté. Nous n'avons commis aucun crime. On nous parle de la CPI, on nous prend des exemples. Moi j'ai suivi dernièrement parce que vous dites qu'il ne faut pas reprendre, c'est bien, c'est très gentil. Hein, c'est vraiment gentil, mais Guy Benoît a dit ici qu'au cours d'un match de football, le gardien dit en tout cas, n'attaquez pas, reculez seulement. Oui, reculez jusqu'au. Pendant qu'il y a la guerre aux frontières, vous vous riez, vous pensez que vous allez arrêter la guerre en riant. Non, non, pardon Sadio, s'il te plaît. Parce que ce que font nos confrères de la RDC est très dangereux. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de jeter de l'huile sur le feu. En insultant comme ça, ils incitent les populations du Congo-Brazzaville à la haine. Or que jusque-là, les Congolais de Brazzaville ne se sont nullement mêlés de cette opération. Mais quand tous les jours on voit sur leur chaîne insulter nos autorités, insulter les Congolais de Brazzaville, dire que au Congo Brazzaville, il y a un pays déontologie journalistique. Et un pays mokotinate, et à moi un pays mokomoké, je ne sais pas. Un pays moké, ça veut dire quoi? Que tous les pays du monde doivent avoir un territoire égal. Attends, mais... C'est pas la première expulsion, c'est pas la première expulsion. Oui, mais ils sont en train de condamner l'expulsion ou la manière dont certains... Non, on a l'expulsion. Voilà, pour votre gouvernement, c'est pas normal. Il y a eu un problème de procédure qui n'a pas satisfait le HCR. Pour votre gouvernement. Non, pas de côté. Je ne parle pas ici du HCR. Pour votre gouvernement. Il y a une information qui est parue dans le journal, le défait de Brazzaville. S'il vous plaît, nous allons quand même prendre cette information. On a relevé quelque chose sur la bannière de plusieurs partis de la RDC. Une manifestation s'est tenue à proximité de l'ambassade du Congo à Paris, en France, pour protester contre l'opération Mbata Bakolo. Les manifestants ont réclamé l'arrêt des expulsions massives des Congolais de la RDC de Brazzaville vers Kinshasa. Ils affirment qu'ils vont manifester chaque semaine jusqu'à obtenir l'arrêt de cette opération. Mais les autorités congolaises n'entendent pas de cette oreille. Elles comptent poursuivre cette opération qu'ils l'ont déjà amorcée il y a quelques jours. Nous allons prendre l'extrait du général Jean-François Dengue sur la question. En dépit des critiques dénuées de tout fondement, cette opération est menée avec beaucoup de professionnalisme et une attention particulière est accordée au respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux des individus. Cette opération
qui fait l'unanimité au sein de la population, se déroule avec succès. Parmi les effets bénéfices, on peut citer la baisse de la criminalité, la ville et ses habitants qui respirent et qui, plus que jamais, aspirent à la pérennisation de la tranquillité, donc de l'opération Mbata Yabakolo. Voilà, vous venez là de suivre donc le directeur général de la police, Jean-François Ndenge, sur cette question. Alors, Gilles Ndongo, la réaction des combattants en France pour protester contre l'opération Mbata Yabakolo. Mais déjà, moi ça ne m'étonne pas de l'attitude des combattants de la diaspora de la RDC à Paris, parce que ce n'est pas la première fois. Déjà, ils s'en prennent au régime Kabila. Tous les musiciens de la RDC qui ont la malchance de chanter pour Kabila sont menacés à Paris et ici et là. Donc ça ne m'étonne pas. Mais moi, ce que je déplore un peu, c'est la méconnaissance des textes qui régissent les relations bilatérales entre nos deux pays. En arrivant sur ce plateau, il y a France qui m'a passé un document sur la convention, une convention entre le gouvernement de la République populaire du Congo à l'époque et le conseil exécutif de la République du Zaïre sur la circulation et l'établissement des personnes signée le 14 février 1991. Plutôt 81. Ça veut dire qu'une année après sa prise de pouvoir, 2 années après sa prise de pouvoir, le président de la République Denis Sassou Nguesso s'est rendu compte de la nécessité, pour favoriser les échanges commerciaux entre nos deux peuples, de favoriser la libre circulation des biens et des personnes. Il faut qu'on dise l'histoire. L'histoire, c'est que entre la République du Congo et celle à l'époque, c'était toujours des relations conflictuelles entre les différents régimes. Et c'est sous le régime de Sassou Nguesso, on est venu apaiser. Et à l'époque, parmi les signataires, le ministre d'État Aimé Maneloka était ministre délégué à la coopération internationale. Moi, je pense également que c'est quand même assez grave, quand j'ai suivi le reportage de CV, de Congo Web, de constater que nos frères en face, ils connaissent même pas les textes juridiques. Modeste Sénégal vient de dire, Brazzaville, le Congo-Brazzaville ne sera jamais une préfecture, une province de la République démocratique du Congo. La plupart de nos frères, ils sont ici, ils repartent de leur propre chef. On peut déplorer quelques dérapages ici et là, tout à fait normal dans ce genre d'opération. Mais ce qui est réel, c'est qu'ils repartent de leur propre chef. Nous n'avions pas, la RDC n'a pas des leçons à donner au Congo en matière d'expulsion. L'Angola l'a fait, la Guinée équatoriale le fait, la Chine le fait. Lorsque les situations, les étrangers arrivent dans un territoire national, ils ont l'obligation de respecter les lois et conventions. Et dans l'article 2 de cette convention qui dit, je cite, pour se rendre sur le territoire de chacune des parties contractantes, les ressortissants de l'autre partie doivent produire une carte nationale d'identité ou une pièce en tenant lieu des certificats internationaux de vaccination obligatoires exigés par les sachets en vigueur. Et lorsque l'on regarde un peu plus en grandi, lorsque le séjour est de plus de 48 heures, l'intéressé doit fournir un certificat d'hébergement ou toute autre pièce en tenant lieu. Or, il apparaît clairement que nos frères en face, lorsqu'ils arrivent ici, ils ne respectent pas les procédures contenues dans cette convention. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un devoir aussi pédagogique au niveau des médias également, de faire vulgariser également ces textes, parce qu'on a l'impression que nos deux pays, les pays fonctionnent en fonction des intérêts. Monsieur qui est passé sur Congo West, il parle des beaux-frères. Nous n'avons pas le même père, nous n'avons épousé personne de la République démocratique du Congo. Ce sont des relations d'État à État et des relations d'État à État s'inscrivent dans le cadre des intérêts. Lorsque le Congo-Brazzaville expire, lorsque nous estimons que nos intérêts sont menacés, notamment sur le plan sécuritaire, nous n'avons que parfaitement raison d'agir. Moi, ce que je peux regretter un tout petit peu, c'est de constater que cette opération concerne nos frères de la RDC. Je me dis, il faudrait que ce champ d'application s'étende également vers d'autres nationalités. Je ne sais pas si les Libanais qui sont ici, les Pakistanais qui sont ici, les Malais qui sont ici, feront également l'objet de ce genre d'évolution. En tout cas, sur le principe, la police fait son travail. Et moi je souhaiterais franchement qu'il y ait un plateau entre nos frères en face, parce qu'ils disent des choses
sans en apporter la main de preuve. Le problème, ce n'est pas de dire, il y a un témoignage qui est passé là pour le prouver clairement que la plupart de ceux qui traversent, qui vont là-bas sur les médias pour témoigner qu'ils ont fait l'objet des menaces de mort, de meurtre, d'assassinat, d'aucuns ont même dit qu'ils étaient dans la mort. Bon, si le mot résurrection existe, bon, nous voulons bien l'avoir, Elie Smith l'a dit, que s'il y a des gens qui sont sentis lésés au Congo-Brazzaville, qui n'ont pas passé sur la chaîne MNTV, et Elie Smith se fera le bon plaisir de leur interview. Merci bien, Gilles. Alors, Alphonse, comment peut-on comprendre que des enfants de 5, 7 ans traversent le fleuve pour venir ici à Brazzaville vendre les bonbons de 5 francs et cela n'interpelle personne de l'autre côté du fleuve? Pensez-vous que c'est normal? Les enfants qu'on rencontre dans la rue, des soi-disant enfants de la rue, mais qui ont des parents de l'autre côté de Kinshasa, comment ils font pour traverser le fleuve et sans pourtant être même inquiétés? Bon, Emery, il faut reconnaître une chose, que cela dénote même de la porosité de nos frontières. Mais au-delà, la guerre des médias qui s'est installée entre Kinshasa et Brazzaville me rappelle un peu à l'époque des années 70 où il y avait les éditoriaux d'un certain Malanda Mavungu, qui jouait souvent répondeur automatique pour répondre à nos compatriotes et confrères de la Voix de la Révolution. Et n'empêche que lors de l'avancée de l'AFDL en 1996, ceux qui évidemment ne nous aimaient pas en ce moment, qui trouvaient que les Congolais de Brazza étaient des gens méchants, ils ont trouvé hospitalité ici chez nous en traversant le fleuve, parce que Mobutu étant parti, on les a accueillis ici, ils sont restés avec nous. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que souvent quand on gère ces problèmes entre les deux rives, évidemment aussi lorsque le président Lissouba décide en 96, parce qu'il accusait quelques RDCiens qui étaient chez nous d'être de mèche avec l'opposition de l'époque, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso et Bernard Kolela, il décide aussi comme ça par une opération de rapatriement, il les renvoie chez eux, et quelques jours après ou quelques mois après, il y a eu la guerre de 97 et nous aussi nous avons traversé de l'autre côté. Donc je conçois mal que des journalistes jettent de l'huile sur le feu dans pareilles circonstances, parce qu'on ne sait jamais qui aura besoin de l'autre. On est tellement liés par l'histoire, il n'y a que le fleuve qui nous sépare. Il se pourrait que demain nous traversions le fleuve ou eux ils traversent ici pour des raisons diverses. Donc je ne trouve pas tout à fait utile que la presse quinoa s'entremêle. Mais avec réflexion, en analysant les choses en profondeur, vous allez constater au Bargui que la presse publique, notamment la RTNC, n'a pas vraiment, ne s'est pas comme ça lancée dans des diatribes contre les autorités de la République du Congo, autant que les médias qui sont supposés de l'opposition, qui sont proches de l'opposition à Kinshasa. Je demande à mon frère Guy Benoît de supporter un tout petit peu. Vous allez remarquer que c'est de bonne guerre, parce que ce sont les médias proches de l'opposition qui ont fait le mauvais relais. Et je comprends, c'est l'opposition qui contrôle Kinshasa. L'opposition est en quête, n'est-ce pas, d'exploitation de ce genre de faits sociaux, pourquoi pas diplomatiques, pour montrer à la face du monde que le régime Kabila ne gère pas bien les populations ne sont pas sécurisées, et que si les gens traversent tout le temps pour venir chez nous, c'est parce que ils sont en but à la crise financière et économique dont le gouvernement est incompétent pour gérer les problèmes pour lesquels il a été élu. Bon, alors, le problème c'est que nous, on doit, à mon avis, faire attention dans tout ce jeu. Moi, je ne voudrais pas, comme disait Guy Benoît, lorsque vous rencontrez un fou, il ne voudrait même pas lui répondre. Parce que si vous voulez lui faire entendre raison, il se pourrait que tous les deux, vous soyez pris pour fou et on ne saura pas qui est le véritable fou. Moi, je ne considère pas ce genre de ragots qui sont, n'est-ce pas, comme ça, pondus par nos confrères de Kinshasa. Ce qui me paraît plus important, nous, en tant que médias, c'est de vulgariser, n'est-ce pas, les protocoles qui nous lient, n'est-ce pas, avec Kinshasa dans le cadre des immigrations signés en 81, comme le disait tout à l'heure Gilles. Ces accords stipulent quoi? C'est que le séjour ne doit pas excéder 48 heures. Et si vous excédez 48 heures, vous devez avoir un certificat d'hébergement. Est-ce que certains de nos frères de Kinshasa qui excèdent 48 heures ont le certificat d'hébergement? Je n'en sais rien, je crois que pour la plupart, ils n'en ont pas.
Bon, maintenant, il faut aussi faire le distinguo, ça, il faut pas faire la langue de bois, qu'il y a eu quand même quelques bavures dans cette opération où certaines personnes qui ont voulu fuir. Parce que vous avez les Congolais de la RDC qui sont nés ici, qui bénéficient de ce qu'on appelle le droit du sol. Donc, ils sont des Congolais de Brazzaville. Vous ne pouvez pas, dans ces conditions qu'ils ont maintenant des cartes congolaises, comment est-ce qu'on peut faire le distinguo? Vous avez également parmi eux des réfugiés politiques. Ça, on ne peut pas refuser. Il faut faire aussi le distinguo. Est-ce que nos forces de police sont bien préparées pour faire ce distinguo entre un réfugié politique de la RDC, entre un Congolais de la RDC né chez nous et qui bénéficie de ce qu'on appelle le droit du sol, ou un Congolais de la RDC qui a mis plus de 10 ans ici, qui a demandé la nationalité congolaise et qui l'a obtenue par voie légale? Il faut faire très attention parce que même lorsque ces gens finissent par acquérir la nationalité congolaise de chez nous ici, ils restent toujours dans l'environnement de la RDC, c'est-à-dire familial, étant toujours avec leurs frères. Et quand la police arrive, est-ce qu'on a le temps de vérifier vraiment qui est congolais de Brazzaville dans ces conditions et qui ne l'est pas? Et j'ai l'impression que je vois ni la société civile congolaise parler de ces choses, ni l'opposition congolaise non plus, et je me dis, est-ce que ça ne les arrange pas? Parce qu'à un moment donné, j'ai suivi des meetings de Mathias Nzon qui nous montraient des cartes d'identité en disant, vous voyez, ça ce sont des Congolais de la RDC à qui on a établi des cartes d'identité ici chez nous pour qu'ils votent. Et peut-être c'est pourquoi j'ai l'impression que ça les arrange. Donc il va falloir toute proportion garder, faire quand même attention à cette opération qu'on mène. Elle doit se passer dans les règles de l'art, selon les règles du humanisme, tenant compte du fait qu'il y a quelques opposants au régime de Kabila qui sont chez nous, tenant compte du fait qu'il y a aussi des Congolais eux-mêmes qui ont acquis la nationalité congolaise par des voies tout à fait normales, tenant compte du fait aussi que, à un moment donné, si je dois en croire à l'opposition, je dois croire à ce que dit l'opposition congolaise, il y a des cartes d'identité nationale qui auraient été faites à quelques Congolais de la RDC ici, dans le but, je ne sais pas, électoraliste. Donc il faut vraiment, toute proportion gardée, faire attention à tout cela pour que l'opération se passe selon les règles de l'art. Et nous, en tant que journalistes, nous devons vulgariser les accords qui lient les deux pays en termes de mouvement d'immigration et d'échanges commerciaux pour que, évidemment, nos confrères de Kinshasa, je comprends que là aussi, on parlait tout à l'heure de la liberté de la presse, je comprends qu'il y a encore beaucoup de lacunes. Mais il n'y a pas que le Conseil supérieur de la liberté de communication qui va faire la jonction avec la HAB, c'est-à-dire son alter ego à Kinshasa, mais il y a aussi le ministre Okemi qui doit sortir, n'est-ce pas, du bois pour pouvoir rencontrer Lambert Mende afin qu'évidemment il y ait plus de communication à l'endroit des populations. Nous voyons pas seulement le Conseil supérieur de la liberté de communication qui doit jouer son rôle de régulateur, mais il y a aussi les deux ministres de communication qui doivent jouer ce rôle. J'ai vu que le maire de Brazzaville s'est rapproché de son homologue de Kinshasa. Il y a eu une communication en ce sens. Il faut maintenant qu'à un niveau plus élevé, il y ait davantage de contacts, mais que l'opération se poursuive. Au-delà de nos frères de la RDC, j'aimerais voir que des Chinois aussi sont reconduits à la frontière, parce que beaucoup de Chinois ici sont en situation irrégulière. Je voudrais voir des frères maliens, camerounais, ivoiriens qui ont fui la guerre depuis 4 ans chez eux, qui sont ici des réfugiés, qui sont ici, des Libanais, évidemment. Tous ces gens, il va falloir qu'on nous fasse aussi le point pour nous dire, venez vous presque, les voilà, on est en train de les faire repartir par Maya Maya. Et moi, en ce moment, je serai conforté dans ma position de journaliste que c'est une opération qui est vraiment menée pour aseptiser la ville, pour aseptiser le Congo des écuries d'Ogia qui sont là sans papier, mais aussi qu'on nous présente le butin de tous ces bandits Koulouna qui se sont réfugiés chez nous. Parce que tant que je ne les ai pas vus présentés aux médias, j'ai peur, je crois qu'ils vont certainement s'enfuir dans des forêts de notre pays ou rester dans quelques maisons, et le temps que l'opération cesse, c'est sûr que ces Koulouna vont réapparaître. Donc moi, je ne suis pas toujours sécurisé tant que je n'ai pas vu des Koulouna sur lesquels on a pu mettre la main, parce qu'un bandit reste un bandit, qu'il soit centrafricain, rwandais, je ne sais pas moi, gabonais, ils sont plus solidaires que vous et moi. Alors je voudrais voir ces bandits-là. Merci bien. Alors, Alphonse Dogo, nous allons tous partir à l'école de savoir pour suivre cette expérience d'un expert de la RDC et qui nous édifie ici sur la question de flux migratoire entre Brazzaville et Kinshasa. Suivez. Des ressortissants de deux villes.
Nous allons commencer d'abord par parler de la sécurité des ressortissants de Brazzaville à Kinshasa. Je dois vous dire clairement ici que, comme l'avait dit mon prédécesseur, il avait même donné des chiffres, je ne sais pas s'ils sont estimatiques. Vous constaterez que dans la gestion du flux migratoire entre les deux villes, ce sont plus des ressortissants de Kinshasa qui vont à Brazzaville que l'inverse. Mais nous avons essayé de mener des enquêtes et avons constaté que ces ressortissants de Kinshasa ne vont pas là-bas parce qu'ils n'aiment plus vivre à Kinshasa dans leur ville. Mais c'est pour des raisons évidentes. Pour des raisons évidentes. Certainement, vos cœurs sont en train de se battre pour vous dire, mais quelles sont ces raisons évidentes? Il y a d'abord la recherche du bien-être social. La recherche du bien-être social. Il y a aussi la recherche de l'emploi. Et si on considère cette catégorie de personnes, on peut même voir l'âge de ces gens. Leur âge varie toujours entre 18 et 25 ans. Ce sont pratiquement des adolescents. Des adolescents apparemment incontrôlés. Si vous le voyez, ce sont des gens qui ont rompu avec le toit paternel. Ils ont décidé de mener leur vie à leur manière. À leur manière. C'est comme ça que dans la gestion, dans le séjour, on a des problèmes. On retombe ou on amène parfois les services de police et de sécurité de Brazzaville à tomber même dans l'irrégularité quand il faut procéder aux interpellations, aux expulsions ou à l'incarcération des ressortissants de la République démocratique du Congo. Nous avons décrié ce phénomène au moment où il y avait une vague, je pense que c'était en 2011, une vague de refoulement ou d'expulsion des ressortissants de la République démocratique du Congo. Et c'est la COSPECO qui avait pris en main les dossiers pour mettre fin à ce genre d'expulsion. Nous avons essayé un peu d'investiguer et on a constaté, selon même le rapport qui nous avait été fourni par les candidats à ces expulsions, que certaines expulsions ne se faisaient pas dans le respect strict des normes et surtout dans le respect strict de la dignité humaine. Je vais revenir sur ce que j'avais dit. Je dois vous avouer que elle est bien assurée. Elle est bien assurée, d'autant plus que les ressortissants de la République du Congo à Kinshasa sont dans la majorité des cas en ordre sur le plan migratoire. Ils viennent ou ils immigrent pour des raisons ou objectifs précis. Les études, les vacances, le deuil, le mariage, les missions, les concerts, l'évangélisation, et j'en passe. Et sont dans la plupart munis de leurs documents migratoires pour un séjour réglementé. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les nôtres, qui se précipitent
et se bousculent. Il faut assister à des scènes d'embarquement pour voir, malgré le fouet, malgré les interpellations, mais ils tiennent mordicus à monter à bord des unités fluviales, je ne sais pas pour aller faire quoi là-bas. Quelqu'un qui au départ déjà de son pays n'a même pas un document sur lui, comment voulez-vous que dans le pays hôte il puisse être en ordre sur le plan de séjour? Voilà cet expert de la COSPECO, voilà, a édifié le public sur cette question de la gestion de flux migratoires. Alors, Elie Smith, vous avez suffisamment eu de la matière. Oui, on a eu suffisamment de la matière. Je ne sais pas s'il a fait ça. C'est à Kinshasa. Depuis Kinshasa, lors de ce jour, le député maire de la ville de Brazzaville à Kinshasa. Donc, ça, c'est un expert qui a exposé sur la gestion de flux migratoires. Il est un monsieur, c'est un intellectuel. Donc il est sérieux. Il est sérieux, il a dit les choses d'une manière honnête. Mais je voudrais aussi, avant de parler, il y a une dame, la dame qui a fait la confession que son mari est allé mentir en RDC. Oui. Je pense qu'il faudra que cette dame-là reste au Congo pour qu'on la protège. Parce que si on la fait repartir là-bas, si son mari est capable de mentir, c'est-à-dire que son mari peut la tuer avec les enfants. Tout à fait. Donc, ça serait bien que les autorités congolaises gardent une dame comme ça avec 3 enfants. 6 enfants. 6, et 3 étaient partis à l'école. Voilà. Donc, vous voyez un papa irresponsable, menteur comme ça, qui est parti mentir sur le nom de la police congolaise. Mais cette femme, la police doit la protéger. Et si elle a des problèmes de papier, que la police fasse un effort de monter de l'intérieur pour qu'on la régularise et ses 6 enfants. Ça montre le respect des droits de l'homme. Voilà. Parce que si cette dame-là va à Kinshasa, comme ça, je crois que on va la lâcher. On va la lâcher parce qu'elle n'a pas. Son arrivée au beach. Je voudrais aussi dire quelque chose à mon collègue que, bon, entre la RDC et les pays de la CEMAC, les rapports sont différents. Les pays de la CEMAC ont un traité ou de libre circulation des peuples et des biens. Donc c'est difficile que les mêmes mesures qu'on prend les gens qui viennent de la RDC s'appliquent, par exemple, aux citoyens qui viennent du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale. Il faut aussi savoir que dans la région de la CEMAC, les 4 pays qui sont premiers dans l'intégration sous-régionale, c'est le Congo, le Tchad, le Cameroun et la République centrafricaine. Les mauvais enfants, les mauvais élèves dans la libre circulation, c'est la Guinée équatoriale et le Gabon. Et puis le président du Congo, en voulant faire du Congo un hub, c'est les avantages de faire un pays un hub. Donc je ne pense, mais je pense que sur le problème sécuritaire, il faudra que sur le plan sécuritaire au Congo, on se méfie un peu. Je ne veux pas dire que les gens de la République du Congo, Kinshasa sont des gentils, mais il y a le plus danger, c'est des gens qui viennent, par exemple, les pays qui sont frontaliers, le Cameroun, le Nigeria, le Mali, la Mauritanie, les pays musulmans. Je n'ai rien, d'abord il faudra qu'on fasse une distinction. Tout musulman n'est pas terroriste, il y a des bons musulmans. Mais est-ce que la sécurité congolaise est en train de vérifier tous les mosquées qu'on a à Brazzaville? Quand tu te réveilles ici à 4 du matin, il y a beaucoup de Pakistanais ici. Et on a vu que Boko Haram est devenu très fort au Nigeria parce qu'il y avait l'apport de Qatar, parce qu'on aime d'abord c'est le Qatar qui va financer le plus grand mosquée ici, grand paradoxe dans un pays judaïo-chrétien, en majorité chrétienne. Donc, je crois que sur le problème sécuritaire, il faut qu'on revoie maintenant de voir, au lieu de s'en prendre uniquement au sujet de la RDC, il faut qu'on voit avec les petits Boko Haram qui sont déjà sur place. Parce qu'avec la porosité des frontières, les gens de Boko Haram quittent au Nigeria, ils vont au Cameroun. Le Cameroun, pour venir au Congo, c'est la libre circulation. Il y a beaucoup de grosses voitures qui viennent vendre le manioc et les oignons à Bakongo. Est-ce qu'on est sûr que dans ces voitures-là, qui arrivent là, au Congo, il n'y a pas les membres de Boko Haram dedans? Donc il faudra que maintenant notre système de sécurité essaie de se développer et de faire un monitoring de tous les mosquées qui sont ici et de voir, parce que la peur qu'on a est qu'ils peuvent s'infiltrer. Et puis, déjà, on commence à voir les phénomènes qu'on a vus au Nigeria qui commencent à se développer. Il y a aussi les Libanais d'obédience chiite qui font les levées de fonds ici au Congo pour aider le Hezbollah au Liban. Donc, je pense que sur ce problème sécuritaire, c'est bien beau qu'on a commencé avec les gens de la République démocratique du Congo. Il faudra qu'on l'élargisse et que le Congo ne devienne pas un terreau où il y aura les bombes qui vont commencer à
s'exploser partout dans la ville. Donc voilà un problème qu'on doit voir, le problème de l'islam. Tout le monde le fait, mais je voudrais qu'on fasse un amalgame. Il y a des bons musulmans, mais il faut aussi savoir qu'il y a cette solidarité de beaucoup, les islamistes, il y a la solidarité de Boko Haram, parce que Boko Haram, ils sont au Cameroun, maintenant on voit qu'ils vont en Centrafrique, ils font même fois la Sénégal, donc ils font au Niger, ils sont au Tchad, qui ne vous dit pas qu'ils sont ici. Donc je pense que maintenant il faut qu'on commence à faire un monitoring de tous les Pakistanais qui sont ici, de tous les autres gens, des Mauritaniens aussi, pour voir que demain on ne devient pas un second Nigeria, ou un second Mali, ou un second Afghanistan. Merci, Elie Smith. Nous sommes arrivés donc au terme de cette émission, mais de l'autre côté, on nous fait signe qu'on peut continuer. C'est un direct qui intéresse la population. Et voilà, nous bénéficions de la grâce de la direction technique de MNCOM. Merci bien pour nous avoir accordé une fois de plus. On nous dit 10 minutes. Voilà, nous allons continuer pour le bonheur du public. Voilà, Alphonse Ndogo. Oui, je voudrais évoquer un sujet très important. Peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un débat inscrit au point de presse. Cette histoire de Boko Haram est telle qu'il y a des tentacules maintenant au niveau du Tchad, de la République centrafricaine, du Cameroun. Et il faut craindre effectivement qu'avec les ex-Séléka, bon moi je ne les appelle pas ex, ils sont toujours actifs, ou les Séléka, parce qu'on les appelle ex, soi-disant qu'ils avaient été déjà, voilà. Mais il faut craindre que ces gens aient des tentacules ici au Congo, parce que le Boko Haram voudrait absolument gagner une bonne partie de la sous-région pour mettre en difficulté tous les intérêts occidentaux. Là n'est pas le problème. Moi, ce qui peut peut-être, à mon avis, rendre l'opération de Mbata Bakolo assez difficile, c'est qu'avec le grand relais qu'ont fait les médias internationaux sur cette opération, qui est d'ailleurs une opération normale, usuelle, il faut craindre que le Denis Sassou Nguesso, qui a déjà une grande image de panafricaniste, si maintenant on devrait s'attaquer à d'autres nationalités dans les mêmes conditions, peut-être pas dans les mêmes conditions, il faut craindre que finalement le Congo ne soit présenté par toutes ces communautés et par leurs autorités comme un pays qui n'est plus en phase avec le panafricanisme tant voulu par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Donc, à mon avis, il va falloir le différer. C'est-à-dire, même s'il faut s'attaquer à d'autres nationalités maintenant, il va falloir ne pas disperser les énergies. Il ne faut pas jouer à l'éparpillement. Sinon, sur le plan communicationnel, ça nous retombe tout de suite en face, et c'est pourquoi je pense qu'il va falloir en ce moment avoir des gens qui ont surtout la bonne manière d'exécution. Sur le temps qui nous est imparti, nous allons répartir de l'autre côté de la régie pour suivre cette fois-ci le deuxième extrait de l'émission de notre consoeur Paulette Kimuntu. Si la régie est prête, on peut la suivre, cet extrait. Réciprocité, excusez-moi, j'arrive, et que le peuple congolais ne doit pas subir les événements. Il doit agir et anticiper. Si le gouvernement ne le fait pas, il faudrait que la population le fasse. Je termine par ici. Moi, je pense que dans cette crise du Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, dans les expulsions, il y a une attitude que Brazzaville devrait corriger. Laquelle? La première chose que Congo-Brazzaville devrait faire, ce serait de présenter d'abord les excuses par rapport au dérapage qu'on a constaté dans les expulsions et de la stigmatisation de tout un violer les normes internationales. Moi, j'ai posé la question au maire de Brazzaville, est-ce que vous venez présenter les excuses publiques de Brazzaville à Kinshasa parce que les faits se sont passés dans votre ville? Il dit non, dans un premier temps, je ne viens pas pour présenter des excuses, je viens pour apporter un message d'apaisement. Je repars de recherche, je dis mais ça s'est passé sur votre territoire, dans la ville dont vous êtes maire. Notre gouverneur récupère et dit bien non monsieur le maire, nous sommes le premier responsable de nos villes, et là de manière timide, hypocrite et à contre-cœur, Golongele
je présente mes excuses à tous ces Congolais qui se sont sentis touchés dans leur fierté et dans leur honneur. Mais je précise que la prochaine fois, quand je viendrai à Kinshasa, ce ne serait plus pour présenter des excuses, mais c'est pour fêter. Vous voyez, des excuses à contre-cœur. Ça, non, monsieur le maire. Nous avons vu, vous avez reconnu qu'il y a eu des dérapages. En toute humilité et en toute fraternité, la première chose serait de présenter des excuses au peuple congolais, de vous engager à faire tout en tant que responsable de la ville où les drames se passent, d'arrêter la léthargie, l'hémorragie, et puis prendre des dispositions pour que ces faits regrettables ne se répètent plus, parce que nous sommes deux peuples frères, et Baleya Congo, Baloba, et Zali, Lopangote, Kasi, et Zali. C'est vrai qu'on dit que la population qui se comporte mal et tout ça, c'est vrai que nous ne portons pas tout l'état du monde, mais je voudrais aussi qu'on relève un point, c'est la stigmatisation du peuple congolais. Et aujourd'hui, on sent cette stigmatisation même dans les propos. Moi, j'ai discuté énormément sur les réseaux sociaux avec les gens qui disent que non, les Congolais sont là pour vider leurs toilettes, les Congolais sont là pour être des pousse-pousseurs, les Congolais sont là pour être des bananes vernis. Donc, on a stigmatisé toute une population par quelques petits faits sociaux. Alors, quel est vraiment le message que vous dites par rapport à cette population en quelques mots? Oui, déjà, Colette, vous avez cherché à savoir avant cette question qu'est-ce que les Congolais doivent faire envers les circonstances. Au sens du devoir patriotique, nous devons une terrible solidarité, puisque c'est bloc derrière tout à fait, ceux qui sont venus dans des conditions aussi dégradantes doivent, nous qui les recevons, recevoir notre sens de solidarité, parce qu'il y en a qui viennent avec des mariages brisés, avec des morts sociales parce qu'ils ont perdu leur emploi. C'est ça tuer au fait. Il faudrait un fait très important qui doit interpeller notre diplomatie. Il faut déjà que des contacts et démarches puissent être engagés pour permettre aux Congolais et Congolaises qui ont construit des maisons à Brazzaville, qui ont laissé leurs biens, à le récupérer par des mécanismes diplomatiques. Parce que sinon, ils laissent deux maisons, certainement qu'il y en a qui ont construit à Brazzaville, certainement qu'il y en avait qui avaient des usines, des activités, qui les ont laissées derrière. Il faut que l'acte diplomatique leur permette de récupérer leurs biens. Parce que c'est le fruit de leurs efforts. Si on les a pas pillés entre-temps, parce qu'après tout, comment on a... Voilà. Vous avez suivi, là, une fois de plus, nos confrères de Kinshasa. Alors, la question que l'on se pose ici, Hugues Ngolondele, député maire de la ville de Brazzaville, aurait demandé pardon à Kinshasa. La réponse à suivre dans ce reportage. Vers la rive gauche est un exercice de routine pour le député maire de la ville de Brazzaville, Hugues Ngolondele, surtout lorsque la quiétude et la stabilité entre les deux villes l'exigent. Ici, à Kinshasa, c'est encore la question des expulsions des ressortissants de deux villes qui étaient sur la table entre Hugues Ngolondele, député de son État, et les députés de la RDC, ici représentés par cet échantillon. Hugues Ngolondele a demandé à ces derniers d'adresser à leurs différentes populations un message de paix et de confirmer les bonnes relations qui existent entre Brazzaville et Kinshasa. Brazzaville et Kinshasa sont deux villes sœurs, sont même deux villes jumelées depuis la nuit des temps. Cette opération qui vient de se passer, ou qui se passe, qui se déroule, est une opération de police, comme hier ici à Kinshasa, il y a eu l'opération Likoff. Opération parce que le taux de criminalité a pris des ampleurs qui n'étaient plus acceptables. Donc cela est justifié.